Effectivement, comme annoncé, je suis un peu moins bronzé que prévu. C'est pas nous qui étions annoncé. Bonjour à tous. Donc nous, on est l'équipe Somon. Donc Somon, nous, on est vraiment une société spécialisée dans la supervision et l'observabilité, dit neutre sur le marché. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adhérence du coup avec le Paris Monitoring Day, ça entre autres, et le fait que Céline soit un ancien Somon. Euh, D'ailleurs, on a une histoire, moi et Cyril, ouais, Cyril assez personnelle, c'est que le jour où je suis rentré chez Somon pour être commercial ou ingénieur d'affaires, c'est lui qui m'a formé, qui m'a appris tous les termes et tout ce que je connais sur la supervision aujourd'hui. Donc, merci Cyril encore pour tout ce que tu m'as appris et pour toutes les formations que tu m'as données dans ma vie. Donc, j'ai fait une bêtise. Ouais. Ouais. C'était dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui, on va parler de l'observabilité. Je vais juste te laisser donner le titre. En fait, on va parler d'observabilité industrielle. Pas industrielle. Voilà, tu peux me remettre avant parce que je suis perdu. Industrialisée de la supervision technique, donc vraiment hors, comment dirais-je, hors cloud, hors tout ce qui est de dockerisé, donc vraiment très technique, avec un projet de mutation d'outils et une réflexion comment on peut passer d'un outil, pourquoi aller sur d'autres, et qu'est-ce qu'on peut mettre pour avoir quelque chose de fonctionnel avec... alors, il y a des choix techniques qui ont été faits qui sont liés à des thèses, des études, mais avoir un exemple de ce qui peut être fait actuellement. On va commencer par une rapide présentation de la société. On m'entend toujours bien comme ça? Ouais. Donc une rapide présentation de la société qui sera faite par moi et ensuite je vais laisser Thomas qui va pouvoir vous présenter le sujet un peu plus en profondeur techniquement. Donc on a eu l'ambition de vouloir présenter Somon en une seule slide pour aller très très rapidement, c'est pas le sujet aujourd'hui. Somon, on est vraiment une société spécialisée dans la supervision et l'observabilité de manière transverse, liée à aucun éditeur et sans aucune religion, entre guillemets. C'est encore une fois pour ça qu'il y a beaucoup d'adhérence avec le Paris Monitoring Day, et on essaie vraiment d'être, de cette manière agnostique, d'être force de proposition et conseil avec tous nos clients. Même si, encore une fois, vu que on est dans un tout petit écosystème de niche, on a énormément de partenariats avec tous les différents éditeurs qui sont là ou à l'étranger, à l'international. Essentiellement, Somon, c'est beaucoup de consulting de projets, que ce soit des déploiements, des upgrades, de la personnalisation d'outils, parce qu'on bosse beaucoup avec des outils type open source. Beaucoup de support aussi technique qu'on fournit. On est certifié par certains éditeurs pour pouvoir leur fournir du support à leur place, de proximité en français en France, quoi. Le sens de l'histoire, c'est effectivement les services managés. On a beaucoup de clients qui sont venus vers nous et qui nous ont dit, écoutez, la supervision c'est compliqué, on n'y arrive pas, on souhaiterait vous la confier. Donc l'idée, le pari qu'on a eu, c'est de donner tout un tas de solutions complètement managées, de solutions de monitoring, qui sont soit dans notre cloud, soit dans les clouds des différents éditeurs, donc typiquement un Centreon, un Zabbix Cloud, et que nous on puisse manager à distance. Et enfin, pour les plus frileux d'entre eux, c'est de l'administration et de l'exploitation des outils de monitoring à distance. Et enfin, on a un gros centre de formation chez Somon où on fournit tout un tas de formations qui soient assez techniques sur certaines solutions, sur certains éditeurs, mais aussi des formations qu'on dit un peu moins techniques, que ce soit de la supervision, de l'observabilité de manière un peu plus globale, et un peu sur toutes les best practices. Ça, c'est Cher qui les fait beaucoup, celui qui est annoncé, notre PDG. C'est vraiment des conférences sur l'observabilité, sur les best practices. En général, c'est donné au comité de direction ou d'exploitation. Et c'est des choses qui sont assez souvent appréciées. Donc, comme je le disais ici, nous, on est vraiment travaille avec énormément d'éditeurs sur le marché. On a essentiellement des consultants qui sont experts en observabilité, en supervision, qui vont aller bosser sur toutes ces technos. Et c'est vraiment le pari qu'on a, c'est d'avoir des consultants qui, quelle que soit la techno, quel que soit le sujet, et en fait, on va se dire, on va aller récupérer l'information, on va la remonter à la bonne personne au bon moment. C'est vraiment ce triptyque qui nous anime au quotidien, quoi. Forcément, beaucoup de partenariats là dans la slide du milieu, avec des grosses ESN avec qui on travaille en partenariat. Et on est heureux de participer aussi avec beaucoup d'événements, mais surtout aujourd'hui le Paris Monitoring Day
Et je tiens encore à remercier Cérine pour cette initiative. Je te trouve plus. Hop là. Attends, j'en ai pas besoin. Je pense que vous m'entendez? Ouais, donc j'ai pas besoin du deuxième micro. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu le contexte de... Ça change tout seul, c'est formidable. Le contexte de notre sujet, donc l'idée c'était de superviser et monitorer des environnements non conteneurisés avec une première phase pilote de 4000 agents, 4000 équipements en supervision typés, c'est-à-dire que tout le monde pareil et on ne change rien. Vraiment avec des fonctionnalités, on va dire, de base et un peu plus évoluées, mais vérifier que ça fonctionnait, que notre principe fonctionnait sur 4000 serveurs. Et puis la V2 qui est en cours de déploiement, bah, c'est de passer à 12 000 équipements en plus, avec des supervisions spécifiques, c'est-à-dire que là, il y a du générique plus de la customisation sur chaque équipement, suivant des modèles établis, mais de la customisation pour pouvoir faire à peu près pas ce qu'on veut, mais ce qui est utile pour la majeure partie des personnes. Donc voilà. Donc au départ, on voulait trouver une solution alternative à ce qui existait, enfin aux solutions connues sur de l'open source. Et donc on a fait des études, je reviendrai après, sur les différents composants, comment ils peuvent dialoguer ensemble, parce que une des grosses problématiques, c'est de faire fonctionner un composant A avec un composant B, avec un composant C, et ainsi de suite, et que tout le monde se parle, et que ça fonctionne à peu près bien, et qu'on ne perde pas d'informations entre les deux. Et puis, bah, vu le périmètre, c'est-à-dire on est à 16 000 agents, bah, avoir beaucoup d'industrialisation, parce que à 16 000 agents, ça ne se gère pas, si c'est pas industriel, c'est ingérable. Donc dans l'industrialisation, il y a 3 phases importantes. L'autodéclaration, parce que ça ne sert à rien de gérer le référentiel à la main. C'est un peu comment dirais-je, infaisable. Normaliser la supervision, ce qui garantit de simplifier la gestion. Et puis avoir des confs un petit peu customisés, mais vraiment limités pour simplifier tout ce que est la gestion de la plateforme. Donc notre architecture sur laquelle qu'on a retenu, c'est celle-ci. Donc on a un agent, ce qu'on appelle un agent nous, mais qui est composé de 3 agents. Donc Télégraphe pour la partie collecte de métriques, Fluentbit pour tout ce qui est gestion d'événements, donc que ce soit les logs, Event Viewer sur Windows, des requêtes web avec du contenu dans les requêtes web. Et puis un petit agent qui a un développement interne qu'on appelle configurateur, qui nous permet de maintenir la configuration des différents agents et de le gérer de manière centralisée. On a en plateforme centrale du Prometheus qui va avec l'Alert Manager, du Loki qui va aussi aller avec l'Alert Manager, un Grafana pour la restitution, et puis en bas on a 2 portails. Un portail back-end qui va gérer l'automatisme et la relation avec le configurateur pour gérer les configurations des agents et puis gérer l'autodéclaration. Et puis un portail sous forme d'API qui va permettre de gérer les configurations des supervisions qu'on veut faire. Alors dans le détail, c'est ce que j'ai dit, hein, mais en gros on a Télégraphe qui nous permet de faire, qui est assez puissant en collecte de métriques et qui se connecte très très bien à Prometheus. On a Fluentbit, alors chaque composant peut aussi faire d'autres choses, hein. C'est-à-dire que Télégraphe maintenant sait faire de la collecte d'événements, chose qui à la genèse du projet n'était pas, on va dire, était dans les balbutiements et n'était pas encore tout à fait fonctionnel. Donc aujourd'hui on a l'outil Fluentbit pour tout ce qui est gestion de messages. Les logs système, les logs applicatifs, voilà. Et puis notre agent de configuration. Un flux HTTPS entre les deux, comme ça, hop, chiffré, c'est réglé. Dans le back-end, donc en gros, on a Prometheus. Donc Prometheus, il va nous permettre de centraliser toutes ces métriques. Donc générer ensuite de l'alarming sur ces métriques. On a notre Loki qui centralise donc tous les événements. Donc notre agent back-end, en fait, on en a, alors il est réparti, mais globalement, il y en a un qui va permettre la relation avec les agents. Donc en fait, il va fournir les configurations aux agents. Il va
comment dirais-je, quand on va modifier une conf, on la modifie en centrale et on l'applique et on dit aux agents venez la chercher. Et puis il y a des routines automatiques qui vont déployer les confs, on verra plus tard, mais les instancier de façon un peu dynamique sur les serveurs. Et puis une base de données qui n'est pas schématisée, mais qui contient toutes les informations qu'on peut récupérer d'autres référentiels pour industrialiser tout ce qui peut le faire, l'être. Entre autres, la liste des serveurs, parce que rien que ça, avec 12 000 serveurs, on ne les rentre pas là-bas. La partie front-end, donc Grafana, qui permet de restituer à la fois les métriques, à la fois les événements qui ont été remontés dans Loki. Un portail sous forme d'API pour configurer les agents, sur lequel on a replugué un portail un peu plus user-friendly pour les utilisateurs, mais ça peut être, vu que ce sont des API, ça pourrait être mis dans des flows GitLab pour du déploiement, ça peut être mis n'importe où pour gérer la conf des machines. Et puis l'alert manager pour gérer la remontée dans l'hyperviseur et tout ce qui est inhibition d'alarme, que ce soit temporaire, sur le long terme. Et voilà. Alors, la gestion des alarmes. Un gros point important dans notre gestion des alarmes, c'est que côté Prometheus, on a fait de l'alarming dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on a injecté dans Prometheus nos seuils, et en fait, toutes nos règles d'alarme sont basées sur la comparaison de deux indicateurs. C'est-à-dire l'indicateur collecté sur le serveur et le seuil qui est injecté dans Prometheus. Ce qui nous permet de faire, globalement, on a une dizaine de règles. Et en fait, les règles, elles vont piocher les seuils dans Prometheus. Plutôt que de créer une règle pour chaque indicateur avec son seuil spécifique codé en dur. Voilà. Côté Loki, on est sur... c'est une volonté à la fois de charge et de fonctionnement de la plateforme. On ne centralise que les alarmes. C'est-à-dire qu'on fait du filtrage à la source. Si c'est pas une alarme, alors ça rentre pas du tout dans la logique, mais c'est aussi une notion de volumétrie. En gros, on n'a pas la capacité de prendre toutes les données qu'il peut y avoir dans des logs applicatifs ou autres, et donc on ne prend que les événements qui génèrent une alarme. Et notre alert manager, qui remonte nos alarmes à l'hyperviseur, voire à différents hyperviseurs en fonction de critères qui peuvent y avoir dans la base de données, en fonction des services qui sont derrière. Et puis le blocage des alarmes avec des systèmes d'inhibition. Alors avec les différentes passerelles, on est capable sur l'agent de détecter des fichiers, sur les présences de fichiers, d'envoyer des silences sur l'alert manager pour qu'il inhibe les alertes sur une période, tant que le fichier est présent, via un script sur le serveur ou même via le portail d'API, de déclencher un silence pour inhiber lors d'une MEP une partie de la supervision, toute la supervision d'un équipement. La normalisation. Alors ça, c'est le cheval notre fer de lance. Avec le périmètre qu'on a, on a vraiment mis les moyens sur industrialiser l'outil pour que ça soit le plus simple, le plus standard et justement qu'il n'y ait pas de, que ça soit simple à maintenir. Donc on a 3 niveaux. On a des modules obligatoires qui vont être déployés sur tout le parc, on ne touche à rien, donc en gros de la supervision système, le fonctionnement interne de notre outil de supervision, les file systems, parce qu'on sait que les file systems, il faut les superviser sur quasiment tous les file systems, il y a quelques exceptions, mais globalement, voilà. Les produits logiciels industrialisés, c'est-à-dire des produits logiciels qui, chez le client, ont été packagés et ont un fonctionnement standard. Et donc là, on va se mettre en relation avec la personne qui a packagé le produit pour avoir une supervision qui est efficiente avec la façon dans laquelle il préconise de l'utiliser. Et donc éviter que chaque équipe dise moi j'ai un MySQL et je voudrais le superviser comme ça. Non, tu as le MySQL du client et il est préconisé de l'utiliser comme ça, donc on le supervise comme ça. Et puis la dernière chose est là qui est vraiment à la main de chaque application, de dire qu'est-ce qu'on veut superviser. Avec toutes les items on va dire classiques de supervision, process,
service, requête web, ainsi de suite. Donc là, je suis un peu plus sur un module, donc la partie qui est vraiment normalisée, que ce soit un module obligatoire ou un module facultatif, hein. Donc en gros, avant de travailler sur le module, on a un parti d'établissement du cahier des charges, dans lequel on va essayer de définir beaucoup d'informations sur le module, pour que derrière, il n'y ait pas de questions de la part de la personne qui a son application à se poser. Donc on va, quand est-ce qu'on active la supérieur d'un module? D'accord. Je sais pas moi, par exemple, supérieur des file systems, on va regarder sur un Linux etcfs stable. Comment on va paramétrer les agents? Donc nous, on a deux agents, on a Fluentbit et Telegraph, donc on va dire orienter, enfin savoir quel indicateur on veut, est-ce que c'est de la métrique ou de la log, et savoir comment on configure l'agent pour que derrière l'agent il soit configuré de façon industrielle et que la personne n'ait rien à faire. Comment on va le restituer? Comment l'utilisateur va pouvoir interférer avec les données qu'on a récupérées? Est-ce qu'on met de l'alarming par défaut? Donc en gros, tel problème, un file system qui n'est pas monté, c'est grave, c'est pas grave, enfin voilà. Par exemple, si je reprenais sur les file systems, si le file system il est écrit qu'il est en read-only dans le TCF stable, je ne vais pas vérifier l'état de montage l'état de montage. Est-ce qu'il est monté en read-only ou est-ce qu'il est en read-write? Et puis des systèmes de silence automatique. Par exemple, dire quand je n'ai pas le fichier, les fichiers avec les PID des process, par exemple, je ne vais pas essayer de me connecter à la base de données pour récupérer des informations, puisque la base, elle n'est pas là. Donc, essayer d'éviter des supérions qui vont générer des fausses alarmes, puisque le problème est ailleurs. Et puis, enfin, on a quelque chose où on est allé encore plus loin, c'est qu'on va décrire le traitement de chaque alarme. Pour pouvoir, quand on a une alarme, mettre à disposition de la personne qui va la traiter, une fiche de consigne qui va lui dire c'est tel problème, ça peut être résolu comme ça, ou alors c'est tel automate qu'il faut déclencher pour essayer de rendre le service le plus rapidement possible. Donc là, je suis sur la partie applicative, donc tout ce qui n'est pas module. Donc là, c'est vraiment à la main de chaque personne, chaque application. On dit je veux superviser tel item de supervision. Et donc là, on a un portail. On a deux outils, donc Telegraph et Fluentbit. D'un point de vue utilisateur, il ne sait pas qu'il y a deux outils. Il dit moi, je veux superviser un process. Mon process, je veux sa caractéristique, c'est ça, ça, ça. Et il dit envoyer la configuration. Et nous, on dit c'est un process. On n'est plus sur de la métrique, on va aller mettre ça dans de la configuration Telegraph. On est sur un fichier, c'est plus de la supervision événementielle, on va mettre ça dans Fluentbit. Il est sur un fichier et il veut aller chercher des nombres dans un fichier, hop, on rebascule parce que c'est un nombre, on le remet dans Telegraph. En fait, tout ça, c'est, en gros, la personne, elle a un portail assez simplifié où elle met les caractéristiques, et nous, on dit, on industrialise, on génère sa conf, et elle ne connaît rien en formalise de configuration, quelles sont les informations, où il faut qu'elle aille, qu'est-ce qui est le plus pertinent, pour que ça soit bien supervisé. Et on a des dashboards qui sont derrière automatiquement générés en fonction des items techniques qu'elle a demandé. Maintenant, on a une dernière phase dans notre projet, c'est qu'en gros, on était sur une solution technique et on veut basculer sur cette nouvelle solution technique. Donc là, on a eu un gros projet d'industrialisation pour que ça soit, pareil, si on veut que ça se passe le plus simplement possible, il faut que l'utilisateur il ait le moins de choses possible à faire. Donc on a industrialisé toute la migration avec une installation d'agence, ça c'est plutôt simple. Un export de configuration de l'existant, de la supervision existante. Alors dans l'export, il y a un export, il y a aussi un contrôle de ce qui était fait avant, est-ce que c'est compatible avec la nouvelle solution? Parce que si c'est pas compatible, il ne faut pas y aller, il faut peut-être attendre qu'on propose une nouvelle fonctionnalité. On a un import de la nouvelle conf qui va s'appliquer sur l'agent. Une fois que ça c'est fait, on a une partie recette où on va donner le temps à la personne qui gère l'API de regarder si elle a la même chose des deux côtés, si des fois il y a des choses qui ne seraient pas passées, puisque ça peut toujours arriver. Et on a un automate de comparaison. Alors,
d'alarming potentiel, c'est-à-dire qu'en gros, les alarmes chez nous, ils ont des signatures, et donc on va comparer que pour toute alarme qu'on avait avant, on a une alarme correspondante après. Et si on l'a pas, pourquoi? Alors, il y a des raisons. Peut-être que l'ancien outil, il avait des choses qui étaient supervisées, puis on a dit on arrête de le superviser parce que ça n'a plus de sens, parce que c'est un problème qui ne survient jamais. Enfin, ou alors on a rajouté des choses parce que on a dit en supervision système de base, il faudrait superviser ça. Et on va comparer ça. On retrouve une liste de courses. Hein, qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui a apparu, est-ce que c'est normal, essayer de... Et puis la dernière chose, donc en fait, jusque-là, on est, en fait, les alarmes sont remontées dans le Grafana, donc présentées à l'utilisateur, donc il voit l'état de son application, de ses équipements. Et puis on a une dernière étape qui est la bascule de l'outil dans l'hyperviseur, donc l'inhibition de l'ancien outil et l'activation du nouvel outil. Et voilà. On peut voir que Thomas, il a très très bien vieilli. J'ai Allez, la récupéré photo, cette t'aurais pu me photo. demander une photo récente. Je l'ai trouvée sur son LinkedIn. Ouais, bah, elle est pas le jour, mais... Pour ceux qui ont des questions, J'ai peut-être été rapide, n'hésitez pas, hein, mais comme je savais pas niveau planning où j'en étais... Faites-vous plaisir. Oui, on entend bien, on entend bien. Donc, vous pouviez faire de l'alerting un peu intelligent à partir de Prometheus, Ouais. des métriques. Depuis la partie Loki, est-ce que vous savez aussi gérer des choses un peu intelligentes en termes de gestion? Alors, pour l'instant, on est parti de... C'est surtout une question de volumétrie. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, on a même au niveau de notre volonté est de filtrer vraiment à la source. Donc, même niveau Prometheus télégraphe, qu'est-ce que je vais te donner j'essaie de donner un exemple. Si on a un indicateur que Télégraphe peut nous proposer et qu'on sait que derrière on ne voudra jamais alarmer, on va faire en sorte que Télégraphe ne le présente pas à Prometheus et on ne va pas le centraliser. Parce qu'il faut, enfin, on a une volumétrie qui est assez conséquente. Les 4000 nœuds, les 4000 premiers serveurs, c'est 3 millions de métriques et on le fait tenir dans un Prometheus. Donc en gros, vous mettez le dashboard de Grafana sur notre Prometheus, il est en rouge de partout dès le départ. Sauf que le Prometheus, il tourne depuis 2 ans et demi et qu'on n'a jamais eu d'incident. Donc on a un paramétrage très customisé, on est allé sur une plateforme qui tient, il n'y a pas de problème. Mais on a vraiment des limites de ressources, enfin des limites. On pourrait mettre de Prometheus, c'est pas le souci, on revient sur la question de tout à l'heure, à quel moment on va centraliser les métriques si on s'en sert pas. Donc en fait, nous on est parti dans la logique inverse de dire si on sait qu'on s'en sert pas, on le centralise pas. Donc à partir de là, on l'a fait sur la partie métrique et sur la partie événementielle, si une log ne doit pas déclencher d'alarme, on la centralise pas. Elle est sur le serveur dans le fichier de log, elle est dans le gestionnaire d'événements Windows. Si elle doit servir au contexte du traitement de l'incident, on ira la chercher là où elle est. On pourrait avoir l'inverse, dire on les met quelque part. Alors après, il y a d'autres outils de centralisation d'événements. Il y a peut-être même certaines, enfin nous par exemple, si on reprend le cas du développement, sur nos plateformes de développement, on a la même supervision que sur la prod. On n'a pas les failles, mais on a la même supervision, ce qui fait qu'on a les mêmes indicateurs dans le même outil de collecte. Donc en gros, quand on dit on est à 80% de CPU, on sait où il a le piocher, on sait qu'il parle, c'est la même façon de voir la CPU. CPU, c'est un truc, si on le regarde sur le système ou côté VMware, on n'a pas la même chose. Enfin, donc en gros, le voir dans 2 outils différents, ça peut être contradictoire. Nous, on a les mêmes informations. Par contre, en gros, les logs, enfin, ce que j'appelle les logs, donc pas les alertes, les logs de type texte, elles sont, que ce soit en dev ou en prod, elles sont pas centralisées dans l'outil de supervision, elles sont centralisées dans un outil qui permet de faire de l'analyse d'incidents. Voilà. Et on a, alors après, ça dépend, il y a peut-être des clients qui veulent une seule plateforme pour tout. Après, il faut être aussi capable avec, là on est à combien? On est à 16 000 équipements. Si on récupère toutes les logs de toutes les applis sur 16 000 équipements, il faut une bonne plateforme capable d'ingérer tout ça. Donc le problème, c'est que l'ingérer, la plateforme, on peut la monter pour qu'elle réussisse à tenir,
mais on va potentiellement pousser la plateforme un peu plus loin et gérer comment dirais-je, un impact sur la supervision. Et il faut aussi garantir le service de la supervision. C'est un choix. D'autres questions? Oui, merci pour la présentation. Donc c'est une solution là d'observabilité avec plein d'outils open source. Là, il y en a plein que je connaissais pas. Mais vous n'avez pas parlé de open télémétrie Alors, dans les. On avait, je l'avais dans mes notes, mais je vous l'ai pas dit. En gros, notre projet, je crois que c'était mi-2021, on a commencé. On avait étudié effectivement, on avait étudié OpenTelemetry et Promptel, donc à la fois pour Telegraph, OpenTelemetry et Promptel FusionBit. De mémoire, alors, ça date parce que ça fait quand même 3 ans, mais il y avait certaines fonctionnalités à l'époque qui n'étaient pas présentes dans OpenTelemetry. Et entre autres, je crois qu'il y avait des problèmes sur les fichiers, la relecture des fichiers, pas depuis le début, et des choses comme ça, qui sont problématiques quand on arrête une appli ou est-ce qu'elle reprend la lecture du fichier. Et à l'époque, ça répondait pas à notre besoin. Après, on a pris des briques, on les a raccordées. On ne s'interdit pas de changer des briques. D'accord. C'est-à-dire que si demain, on se rend compte que je prends OpenTelemetry qui fait aussi de la supervision de métrique, de la collecte de métriques et d'indicateurs, si cet outil-là fait la supervision de log et la supervision de métriques et il le fait bien et il peut correspondre, on pourrait dire on remplace les 2 agents par ça. Ou si on a des besoins que OpenTelemetry va faire, on peut imaginer mettre de l'OpenTelemetry sur certains équipements qui ont des particularités parce que ça répond à des fonctionnalités. Voilà. Donc en fait, on a vraiment fait un travail de raccordement d'outils qui ne sont pas forcément faits pour parler ensemble, mais qui répondent au moment où on l'a étudié. Donc effectivement, l'étude, elle date de 2021, donc ça fait... Le temps passe vite et les outils changent très vite. Et donc, il y a peut-être des choses qui, aujourd'hui, on le referait différemment. On est aussi un peu le nez dans le guidon, ce qui fait qu'on a le temps qu'on a passé à l'époque pour étudier différents outils, on a du mal à le refaire aujourd'hui en disant est-ce qu'un outil répondrait mieux aux besoins? Si oui, quel va être le coût de le changer pour le remplacer sur tout le parc qui a déjà été migré? Donc en gros, on a ces problématiques-là. Je pense que on a d'autres choses qui restent à faire, et donc peut-être qu'on aura des besoins sur lesquels on changera notre fusil d'épaule, où on implémentera peut-être un agent d'une autre topologie pour répondre à des besoins particuliers. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, ça change très vite, donc je vous dis ce qu'on fait aujourd'hui, demain on changera sûrement. Le problème c'est qu'on est, on a commencé en 2021. Le problème c'est qu'on n'est pas à 100% dessus. Donc là comme ça, j'ai pas assez de recul pour voir. Je sais que moi depuis 2021 j'y passe énormément de temps, mais on est pris par d'autres projets et là comme ça, vous me posez une colle. Le temps que ça a pris. Et combien de jours? Toi, tu as peut-être plus ça. Oui, on était à plus de... On était à 4 personnes sur 3 ans. Et une année de réflexion, de mise en place de la solution. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a abordé ici, là on a vraiment abordé le déploiement et l'architecture, mais avant ça il y a une énorme phase de réflexion et surtout d'automatisation de cette migration. Moi j'ai été leur rendre visite et j'ai trouvé ça frappant, le degré d'automatisation qu'il y a eu dans la migration entre l'ancien outil vers ici. Il y a même eu des scripts qui ont tourné pour récupérer certaines confs et les transformer en ce fameux configurateur. Et puis tout était automatisé d'un portail, on appuie et on transforme sa supervision de l'ancien modèle vers le nouveau. Donc c'est aussi un sujet qui a été super intéressant mais qu'on n'a pas déployé ici.
faut voir, aujourd'hui, on a sur les 12 000 qui sont la version 2, on doit être à peu près à 80% d'automatisation complète de migration de toute la Superion, hein, tout, même ce qui est ultra particulier. Et le reste, ce sont des plateformes, bah justement, des plateformes avec des choses qui sont très particulières, sur lesquelles il faut qu'on refasse des études pour savoir quel outil on va mettre, comment on va le configurer. Et donc, est-ce que l'outil qui est Telegraph ou Fluentbit, est-ce qu'il correspond à notre besoin? Parce que c'est quelque chose qui est un peu, pas hors catalogue, mais on va dire qui est utilisé fréquemment, mais qui n'est pas le fonctionnement qu'on a sur la majorité des plateformes. Et l'industrialisation, oui, je dirais, on est comme ça, à peu près, on a quasiment 1 an d'automatisation de la migration sur le projet. Je pense en grande maille. Hein. Mais donc, cette partie-là est très importante. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Oui, s'il vous plaît. Comme ça, on va passer à M. Bertrand Martin. On va vous la prendre. Bonjour Thomas, j'avais une question par rapport au Prometheus. Je voulais savoir quelle était la durée de rétention de vos métriques et comment vous gériez le stockage. Alors pour l'instant, on est sur une durée de rétention très faible. On a 1 semaine de rétention. Donc du coup, le stockage, il est aujourd'hui dans le Prometheus, nativement dans le Prometheus. On a une réflexion pour l'externaliser hein, dans d'autres outils. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. D'accord, ok, je vous remercie. Merci beaucoup à l'équipe Somone. Merci David.